Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du jeudi 5 mars 2026. En voici les titres. La lutte contre les sargasses s'intensifie. Deux nouveaux bateaux, dont un Sargator nouvelle génération, ont été présentés ce matin à Dostali au François. Ils devraient permettre de collecter 105 tonnes d'algues brunes par jour sur la côte atlantique. Fabien Chérubin, condamné à 18 ans de prison dans l'affaire du viol de la compagne de Reynold Repol et pour les violences ayant entraîné la mort de celui-ci en 2008. Il a également été condamné à une interdiction définitive de séjour en Martinique. Le cancer colorectal est le deuxième plus meurtrier chez l'homme et le troisième au féminin. Fort de ce constat, l'ARS et le GIP Martinique lancent un appel à la vigilance à l'occasion de Mars Bleu. Autre inquiétude, le taux de dépistage est en baisse alors que des kits sont disponibles gratuitement en pharmacie. Aujourd'hui, sur les côtes de Dostali, le préfet de la Martinique et ses partenaires ont fait le déplacement pour inaugurer le Sargator 3, un nouvel outil dans la lutte contre les sargasses sur le territoire. Le marché a été attribué à la société Philédrome, chargée de déployer ce dispositif en mer. C'est Philédrome qui a eu les fonds pour acheter le Sargator. Et nous, notre entreprise, on fabrique des barrages anti-sargasses. Ça fait plus de 10 ans qu'on est dedans. Depuis quelques années, nous ramassons aussi les sargasses sur les barrages. Je ne sais pas si scientifiquement les sargasses vont s'arrêter. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la Martinique est très avancée et qu'il y a une énorme évolution en ce qui concerne le traitement des sargasses, le ramassage et le stockage. Le Sargator a pour mission de récupérer les sargasses, de les conditionner dans des big bags avant de les immerger au large. C'est ensuite que la Somara entre en action, grâce à sa nouvelle barge baptisée Toupiti, équipée pour récupérer à la grue les sacs immergés, puis les acheminer vers une zone de stockage. Le rôle, c'est de coordonner tout ce beau monde. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a une équipe de 30 marins qui seront déployés tous les jours pour lutter contre les sargasses. Donc dans le premier temps, on a les marins pêcheurs. Donc on a 11 marins pêcheurs. Ils vont ramasser environ 16 tonnes de sargasses par marin pêcheur et par jour. On a également les bateaux de type Sargator. Donc l'idée, c'est de coordonner en partenariat avec le GIP pour comprendre quelles sont les urgences et où déployer ces différents moyens. La direction de la mer est ensuite chargée de la gestion et du stockage des sargasses collectées. Ces deux nouveaux équipements marquent une avancée importante, permettant d'augmenter les capacités de récolte par rapport au dispositif précédent. L'ancien, le Sargator 2, pouvait faire 30 à 40 tonnes par jour, le sargasse. Celui-là, on estime qu'il pourrait faire jusqu'à 100 tonnes en une journée. Un Sargator qui est beaucoup plus large et à la grande différence du Sargator 2, il n'est pas obligé d'attendre que la grue vienne récupérer les sacs qu'il forme. Il peut les lâcher dans l'eau de mer pour que la grue les récupère. Et donc, il peut faire des sacs en continu. Le préfet de la Martinique a également détaillé les chiffres de cet investissement, tout en soulignant les progrès réalisés dans la lutte contre les sargasses. C'est un moment important qui fait suite à un travail mené depuis plusieurs mois pour essayer tout simplement qu'en 2026, on soit meilleur qu'en 2025 pour le ramassage en mer. Beaucoup de progrès ont été faits ces dernières années, mais nous avons encore des marges de progrès. Et nous avons donc travaillé sur plusieurs aspects. D'abord l'aspect financier, que le gouvernement a mis en place 2,5 millions supplémentaires d'euros pour le ramassage aux Antilles, dont on va récupérer à peu près 1 million d'euros. À cela s'ajoute un nouveau marché qui maintenant passe de l'État au GIP, mais qui va nous permettre de ramasser plus à moins cher. Une avancée significative pour le territoire qui pourrait à terme améliorer le quotidien des riverains confrontés à ce fléau récurrent. Le verdict est tombé pour Fabien Chérubin. Il a été reconnu coupable de vol avec violence ayant entraîné la mort, mais aussi d'enlèvement, de séquestration et de viol. Il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. La circonstance de viol en réunion n'a pas été retenue par la Cour. Ce matin, avec le dernier témoignage, c'est très tendu. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et là, maintenant que la journée est terminée, que le verdict est tombé, soulagement. Parce qu'il a écopé de plus que ce que l'avocate générale avait demandé pour lui à la base. 18 ans, est-ce que 18 ans. c'est C'est déjà mieux que rien. Alors sur les réquisitions, je pense qu'effectivement tout a été évoqué. Seulement, les réquisitions aussi ont tenu compte de la particularité de l'individu, de l'accusé. Et les réquisitions qui me paraissaient être à l'origine acceptables, 15 ans, ont été modifiées par le verdict, puisque le verdict va au-delà
des réquisitions du ministère public, à savoir la peine de 18 ans. Une peine qui est bien entendu au-dessus des réquisitions de l'avocat général. Bon, j'essaie de comprendre la motivation, ça peut se comprendre parce qu'on a une victime, la victime du viol notamment, qui encore à ce jour, 18 ans après, qui a été fracassée, qui est encore sous le choc et qui a quand même été entendue pendant plus d'une heure. Pendant plus d'une heure et 18 ans après, on voit qu'elle avait encore beaucoup de souffrance. Et c'est quand même, je peux comprendre que la cour soit allée au-delà. Là maintenant, je n'ai aucune garantie que mon client, lui, le prenne ça comme ça. Parce qu'autant qu'il était prêt à accepter une peine de 15 ans, autant 18 ans, ça lui fait supporter le meurtre de la personne qui a été égorgée. Et ça, il n'est pas prêt à prendre ça. Je n'ai pas la maîtrise de mon client. Il a un délai de 10 jours pour faire appel. S'il le souhaite, et le moment venu, on saura. Le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a décidé ce jeudi 5 mars de renvoyer l'examen de l'offre de reprise portée par Pierre Sainte-Luce. Les juges lui accordent un mois supplémentaire pour consolider son projet et trouver les financements nécessaires. La relance de la compagnie nécessiterait environ 10 millions d'euros selon la Direction générale de l'aviation civile. En attendant la décision finale prévue le 2 avril, les salariés restent dans l'incertitude. Notre première réaction, c'est de se dire encore une date, encore de l'attente, encore ce moment de suspense. Mais il y a un mais, c'est que le juge a entendu quand même le communiqué qu'on a envoyé et il a demandé à ce que enfin les salariés soient mis dans les confidences de l'administrateur judiciaire et de la direction. On a un silence qui est très pesant au niveau de la direction et de l'administrateur judiciaire. Donc ça, c'est très lourd. En plus, le fait de ne pas savoir à quoi s'attendre demain, c'est très pesant, c'est très difficile à vivre. Le plan social a l'air de parler de beaucoup de licenciements, au moins pour la reprise, et de reprendre un effectif au fur et à mesure des mois qui passeraient. Liquidation, on veut. Reprise, on veut. Mais en vrai, ce qui nous importe le plus, c'est qu'on puisse garder au moins un maximum de salariés et faire du renouveau avec Air Antilles. Mais on ne veut pas non plus à n'importe quel prix. Nous, à Air Antilles, on est habitués à des rebondissements, on est habitués à justement être surpris. Donc j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, si on a une reprise avec quelqu'un et qu'on perd plus de la moitié des salariés, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Si on est en liquidation et qu'après ça permet à plus de repreneurs de venir, est-ce que ça vaut le coup ou pas? En vrai, on est dans une situation où tout peut se jouer. À Fort-de-France, un navire militaire français fait escale. Le bâtiment ravitailleur de force Jacques Stopkov est actuellement amarré au quai de l'hydrobase. Ce navire logistique de la Marine nationale participe à l'exercice militaire Orion, assuré par le capitaine de vaisseau Sébastien Fajon, et poursuit un déploiement de longue durée à travers plusieurs zones du globe afin de tester ses capacités opérationnelles dans différentes conditions. On fait un déploiement longue durée qui va durer environ 4 mois et demi et qui nous permet de tester le navire dans différentes conditions pour être sûr qu'il correspond bien à l'objectif qu'on avait lorsqu'on l'a acheté. Et donc on va naviguer dans des conditions de mer formée, on va naviguer en grand froid, ça c'est ce qu'on avait fait plutôt en Norvège. Là maintenant on vient naviguer dans des eaux chaudes pour vérifier que tout ce qui est climatisation et tout ce qui est système pour lutter contre la chaleur fonctionne bien. Et on va poursuivre notre déploiement en allant dans le côté Pacifique, après Panama, pour tester tout ce qui est interallié avec les forces otaniennes. Donc ça, c'est vraiment notre mission initiale de vérification des capacités militaires. L'autre mission aussi, c'est de finalement prêter main forte aux bâtiments qu'on croise à chaque fois, qui sont essentiellement des alliés, pour justement leur permettre de soit les ravitailler, soit de leur donner un support médical, puisque j'ai des locaux médicaux à bord, soit de faire un état-major pour pouvoir les aider en ce sens. Et tout ça, c'est intéressant parce qu'on n'est plus sur un ravitailleur comme on l'avait à l'époque, où on faisait que du carburant, des vivres et de l'eau. Maintenant, on fait aussi du support plus large en termes ateliers,
en termes médical et en termes état-major. C'est la deuxième cause de décès par cancer chez l'homme et la troisième chez la femme dans l'île. Le cancer colorectal reste l'un des plus meurtriers en Martinique. Alors pour l'édition 2026 de Mars Bleu, l'ARS, le GIP Martinique et ses partenaires lancent un appel à la vigilance et à l'action. Campagnes de dépistage et de sensibilisation sont officiellement lancées ce jeudi dans une pharmacie de Basse-Pointe. L'objectif, amener les Martiniquais de plus de 50 ans à se faire dépister. Des kits sont disponibles gratuitement dans les officines. Un moyen efficace de déceler et de lutter contre cette pathologie. En Martinique, nous avons environ 200 nouveaux cas de cancer colorectal sur le territoire. L'objectif de la campagne Mars Bleu qui commence aujourd'hui dans une pharmacie du Nord est de permettre la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal qui peut se réaliser grâce à un kit de dépistage gratuitement. Nous savons que les pharmacies sont des acteurs de proximité qui délivrent d'ailleurs le kit de dépistage. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons proposé d'être en partenariat cette année avec l'ensemble des pharmacies du territoire, en travaillant notamment avec l'URPS Pharmacie. Le dépistage du cancer colorectal concerne les personnes âgées de 50 à 74 ans et se réalise tous les 2 ans à l'aide du kit. Depuis 2022, les pharmacies ont la possibilité de délivrer directement les kits de dépistage du cancer colorectal. Bonsoir Sophie Vénétité. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du SNES, vous êtes actuellement en visite en Martinique. Expliquez-nous en quelques mots la raison de votre venue chez nous. Alors, je suis venue animer un stage de formation syndicale, c'est-à-dire un stage qui réunit des collègues de tous les établissements, de collèges et de lycées, pour pouvoir échanger sur l'actualité éducative, mais surtout pour pouvoir prendre un peu de recul sur les 10 dernières années. On arrive à la fin des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'éducation nationale. On a eu 8 ministres de l'éducation nationale, on a eu là, une réforme du bac, du lycée, Parcoursup, le collège, la voie professionnelle, et c'est important aussi à un moment de sortir de ce tourbillon de réformes, de montrer qu'il y a une véritable cohérence dans les politiques qui ont été menées, qu'elles ont de fait beaucoup de mal aux professeurs, aux élèves, qu'elles ont aggravé les inégalités, et donc de pouvoir un peu échanger sur ces analyses et surtout voir ce qu'on peut proposer pour reconstruire le second degré après ces 10 années de politique qui ont été très difficiles et très dures pour nos collègues. Alors justement, vous avez parlé de ces nombreuses réformes, de cette instabilité, j'ai envie de dire, vous l'avez dit, 8 ministres qui se sont succédés en 10 ans. Aujourd'hui, vous l'avez dit aussi, la situation s'est dégradée, mais concrètement, quel est l'état des lieux ? Au bout de 10 ans de politique éducative d'Emmanuel Macron, le premier constat, c'est que la situation du second degré s'est considérablement dégradée en termes de moyens, d'abord, c'est-à-dire en termes de nombre d'adultes dans les établissements, de nombre de professeurs. Depuis 2017, il y a eu un peu plus de 8000 suppressions d'emplois de professeurs dans les collèges et les lycées, alors même qu'au niveau national, nous avons connu plus d'élèves. Nous avons plus d'élèves et moins de professeurs. Nous avons moins de CPE, les conseillers principaux d'éducation, qui jouent un rôle important dans les vies scolaires. Nous en avons eu aussi moins. Donc on a aujourd'hui un second degré qui manque de personnel, des collèges et des lycées qui manquent de personnel, alors même qu'on le voit bien, il y a une urgence pour la jeunesse, une urgence à accompagner nos jeunes, à les faire grandir ensemble. Donc ça, c'est un premier élément qui est absolument décisif quand on parle de l'avenir du service public d'éducation. Il va falloir plus de moyens pour mieux accompagner la jeunesse. Et puis, on a eu des réformes, comme par exemple la réforme du lycée, la réforme du baccalauréat, Parcoursup, ce qui a été fait un temps sur le choc des savoirs, qui ont aggravé les inégalités, parce que ça a conduit à trier les élèves, parce que ça a conduit à enfermer un peu les élèves dans leur position sociale, parfois géographique, en leur fermant les horizons, en leur fermant des perspectives d'avenir. Et ça, c'est pas acceptable quand on est enseignant de se dire que nos élèves n'ont pas partout les mêmes chances. Et c'est pourtant une réalité à la fin des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Et de manière plus générale, aujourd'hui, il y a aussi une dégradation très importante des conditions de travail. Aujourd'hui, être enseignant, c'est être enseignant dans des classes surchargées. On sait que la France a un triste record, c'est qu'elle est le pays qui a les classes les plus chargées d'Europe au niveau collège. Et ça pèse aussi sur notre quotidien. Donc ça montre bien que certes, le tableau est plutôt
plutôt sombre, mais on a aussi réussi à faire avancer des revendications, à gagner sur un certain nombre de choses, et maintenant on se projette sur l'avenir et sur ce qu'on pourra apporter. Par rapport aux réformes que vous avez évoquées, faudra-t-il y revenir, quitte à chambouler encore une fois l'organisation des établissements scolaires, le travail des enseignants? Alors, il y a des réformes qui ont été très contestées, qu'on a contestées, contre lesquelles on s'est mobilisé. Je pense par exemple à la réforme du baccalauréat, où nous avons déjà réussi à faire bouger les choses, puisque dans la première version de la réforme du baccalauréat, il était prévu que les épreuves du bac soient au mois de mars. On avait dit que ça allait entraîner une très grande absence des élèves après les épreuves au 3e trimestre. On s'est mobilisé, on a dénoncé cette situation et on a eu gain de cause, puisque aujourd'hui, les épreuves ont été remises au mois de juin. Pareil sur les groupes de niveau dans le choc des savoirs, on a montré que c'était pas une bonne chose pour les élèves et nous avons gagné, puisque les groupes de niveau aujourd'hui n'existent plus. Donc on voit qu'on est capable de gagner des choses, de faire bouger les lignes, et aujourd'hui ce qui est notre boussole, c'est l'amélioration des conditions de travail des collègues, mais aussi pour les élèves. Ça peut produire du changement, mais ça sera du changement en bien. Et donc une dernière question à l'approche des futures élections présidentielles. Quels seraient les points d'attention du syndicat concernant les différents programmes, les différents candidats? Qu'est-ce qui est vraiment primordial pour vous pour la prochaine mandature? On va être amené à interpeller tous les candidats en dehors de ceux de l'extrême droite quand ils seront connus. Il y a une priorité, c'est celle de la revalorisation des personnels de l'éducation nationale. Il faut mieux nous payer et faire en sorte qu'on travaille dans de meilleures conditions. Ça permettra de garder les enseignants, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent à démissionner, mais ça permettra peut-être aussi et même d'abord d'en recruter suffisamment, parce qu'on sait aujourd'hui que les concours ne font pas le plein, parce que nos métiers ne sont pas attractifs. Donc l'enjeu, c'est enfin de redonner une réelle attractivité à nos métiers en nous payant mieux et en nous faisant travailler dans de bonnes conditions. Bien, merci beaucoup, Sophie Vénétité. Merci. Non loin du Tombolo, un institut de bien-être et de beauté éphémère. Je vais retirer l'excédent de crème avec des papiers en mouchoir pour éviter de laisser une couche grasse sur votre peau. Ici, pas de professionnels, mais les élèves de terminale CAP esthétique, cosmétique, parfumerie du lycée Justin Cataillé qui prodiguent des soins à une quinzaine de seniors de la ville de Sainte-Marie. Je trouve qu'elles ont déjà de la compétence. Je ne sais pas combien d'années qu'elles ont, d'expérience qu'elles ont déjà là sur leurs écoles, mais elles ont quand même de l'expérience. Et j'ai été satisfaite des 2 soins que je viens de faire. Les soins esthétiques ne sont qu'une partie des services proposés par ces élèves. En plus du modelage du visage et des mains, des ateliers des classes partenaires comme la vidéo ou l'art-thérapie, avec la méthode des pots renversés et de peinture sur feuille, réalisée par la section fleuriste du lycée. Pour les élèves de CAP esthétique, cosmétique, parfumerie, il s'agit là de la concrétisation de leur chef-d'œuvre, une épreuve phare de leur diplôme. Une réalisation individuelle ou collective qui leur permet d'exprimer leur talent. Mais au-delà de la technique, il y a aussi l'acquisition d'expérience et le plaisir d'une rencontre intergénérationnelle. Amour, émotion et rythme caribéen. Samsia s'installe progressivement dans le paysage du zouk avec une musique sincère et personnelle. Chez Samsia, la musique est une histoire ancienne. Ma passion pour la musique me vient de mon plus jeune âge. J'ai toujours écouté et été bercée par le zouk, le compas. Sinon c'est fini, on se l'est promis à jamais. Dans mes bras ton contre. Très tôt, le chant s'impose comme une évidence. Une passion devenue aujourd'hui un véritable projet artistique. C'était en 2023, à la suite d'un tournage. On m'a proposé de chanter parce qu'on m'entendait chanter sur mes tournages, donc sur mon lieu de travail. Et de fil en aiguille, ça s'est fait. J'ai toujours été bercée par le zouk et ça vient de chez moi. Donc la Martinique et la Guadeloupe, donc forcément, je fais honneur. Je t'avais donné ta chance et j'ai été patient. Dans ses chansons, Samsia parle d'amour, de sentiments et d'expériences de vie, des textes dans lesquels le public peut facilement se reconnaître. J'aimerais véhiculer auprès de ma communauté, ça serait surtout de rester soi-même, quelles que soient les épreuves de la vie, quel que soit ce qu'on peut entreprendre,
mais de rester fort et de prendre courage. Ce que je vais retranscrire en fait au travers de ma musique, c'est que c'est du vécu, que ça soit pour moi ou pour mon entourage, bien évidemment. Tout ce que je ne peux pas dire verbalement, je l'écris. Une carrière qui débute, mais déjà de nombreux projets en préparation. Entre passion et détermination, Samsia trace son chemin dans le monde du zouk caribéen, une artiste à suivre. Allez ou laissez-moi, séville en moi, Tichou, oh Tichou. Promesse par-ci, promesse par-là. Espion mon cul, oui. Ce soir, à partir de 19h30 et vendredi à 9h, la salle France Fanon accueille Je suis blanc et je vous merde, une pièce écrite et mise en scène par Seuf El Badawi dans le cadre de CIBA 2026. Ce polar politique plonge le spectateur au cœur d'un commissariat à Maroni, aux Comores, où 6 personnages se retrouvent pris dans un récit trouble de coups d'État et d'espionnage. Il n'a pas fait putsch, il l'a fait 2 fois même. On sait tous comment il a atterri. Je suis blanc, je vous merde, c'est une phrase de colère d'un vagabond qui a été arrêté et qui est accusé d'espionnage dans un pays où la France ne fait pas que des yeux doux à la population du coin. Donc ça se passe aux Comores, mais ça aurait pu se passer en Martinique ou ailleurs dans le monde, partout où en tout cas la France, en tant qu'État colonial, a semé ou pondu des œufs qui aujourd'hui font chier tout le monde. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous merde. Parce que le bon Dieu, il ne parle pas, que son œil ne voit pas. Tout le monde ne parle que du vice-président Kabal. Ces gars sont toujours en prison à la maison d'arrêt. Et vous venez me demander... C'est un spectacle qui ne parle pas uniquement des Comores et de la France, qui parle pas uniquement des enjeux qu'il y a entre la relation qu'entretiennent ces deux pays, mais c'est une pièce qui questionne l'humanité qui est en nous. Et sincèrement, la plus belle leçon d'humanité que j'ai reçue en ce monde, au jour d'aujourd'hui, j'ai 56 ans, je l'ai reçue des doigts glissants. Donc, je rends ce qu'on m'a donné. Comme chaque jour, jetons un petit coup d'œil sur le don du sang. Demain, vous pourrez faire ce geste qui peut sauver une vie en vous rendant de 8h à 13h30 à la Maison du Don, immeuble Le Fils à Dillon, à Fort-de-France.